Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais commencer cette conférence par une petite anecdote autour d'un tweet, celui du 27 mars 2017. Il se trouve que un créateur assez connu qui s'appelle Solomon Hykes, donc a créé tout simplement Docker, annonçait que les deux technos dont on va vous parler aujourd'hui, Wasm et Wazi, s'ils avaient existé en 2008, il aurait tout simplement peut-être pas eu besoin de créer Docker. Ou du moins pas dans la forme qu'on connaît actuellement. Pas dans la forme qu'on connaît. Donc c'est pour ça qu'on trouvait important de vous en parler aujourd'hui, pour voir ce qu'on peut faire finalement avec Wasm et surtout avec Wasm côté serveur. Donc bonjour, je vous présente Étienne Anne, qui en plus de raconter de très belles histoires, est également développeur full stack à la Maïf. Je n'ai pas rajouté MLOps. C'est très bien. Voilà. Et du coup, moi je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Charlie, et je suis également le CTO d'une boîte qui s'appelle CloudAPIM, où on fait de l'API Management as a Service, et où du coup, dans les services qu'on offre, on utilise pas mal de Wasm côté server-side, soit pour faire des endpoints d'API écrits en Wasm ou des fonctions de LLM écrits en Wasm également. Mais d'abord, qu'est-ce que Wasm? Alors le Wasm, donc comme vous le savez, c'est le diminutif de WebAssembly. C'est quelque chose qui est disponible dans vos navigateurs depuis maintenant quelques années. C'est considéré comme le quatrième langage donc, du navigateur après l'HTML, le CSS et le JavaScript. Et avant que Mathieu vous parle un petit peu plus de ce qu'on trouve en détail dans du Wasm et qu'on rentre un peu dans le concret, on va voir un petit peu comment on peut en faire rapidement. Donc l'idée du Wasm, c'est un langage, enfin c'est un format binaire assembleur que vous allez construire à partir de vos langages préférés. Donc là ici dans la salle, je ne sais pas trop si vos langages préférés c'est le C, le Rust, le Go, mais globalement vous prenez un langage, si tant est que vous trouviez un compilateur pour votre langage capable de créer un fichier Wasm, vous avez le droit de l'utiliser. Et puis c'est super, on peut continuer avec notre fichier Wasm. Donc là, pour la première démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire que j'ai codé un petit bout de code en C, une fonction addition, entre autres, qui m'aurait donné, suite à l'utilisation d'un compilateur, une fonction addition.wasm. Donc comme je vous le disais, dans votre navigateur, c'est déjà disponible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un fichier, donc là, peu importe que ce soit du Wasm, et on va utiliser les API, entre autres l'API WebAssembly, pour charger notre fichier Wasm. Donc normalement, quand vous chargez votre fichier Wasm avec l'API WebAssembly, vous le récupérez. On a ce qu'on appelle un module, on verra tout à l'heure ce que c'est un petit peu plus en détail. On retrouve à l'intérieur une méthode qui s'appelle add, que je vais pouvoir exécuter tel du JavaScript. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, au moment où je vais exécuter cette fonction dans mon navigateur, c'est bien du C qui est compilé dans du Wasm, qui est exécuté dans une machine virtuelle, dans du JavaScript qui va s'exécuter. En revanche, je ne vous fais pas de surprise, mais 2 plus 3, ça fait toujours 5, même dans du Wasm. Dommage. Alors du coup, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier addition.wasm. Et ce qu'il faut savoir, Étienne l'a mentionné tout à l'heure, c'est que Wasm, c'est un format de fichier qui est binaire. Alors pourquoi c'est binaire? Notamment pour que ce soit extrêmement rapide à parser. C'est notamment un des problèmes de JavaScript, c'est que comme c'est un format textuel, il faut le parser, ça prend énormément de temps à parser. Là où le format Wasm, ça se parse très bien parce que c'est binaire, sauf que quand on regarde dans un fichier binaire, c'est pas forcément très lisible. Du coup, il y a un truc qui s'appelle le WAT, qui est la représentation textuelle du Wasm, qui permet notamment de faire un peu du debug, de regarder ce qu'il y a au moins dans un fichier Wasm pour essayer de comprendre un peu sa structure. C'est pratique quand même, on s'en est servi pas mal de fois. Alors du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans un fichier Wasm WAT. Alors, déjà dans un fichier Wasm, il y a un ou plusieurs modules. Là, en l'occurrence, on a un module, donc ça s'écrit comme ça en WAT. Et dans ce module, on va avoir une ou plusieurs fonctions. Donc là, en l'occurrence, on a une fonction $add qui prend deux paramètres en entrée, $a qui est un entier 32 bits et $b qui est un entier 32 bits, et qui retourne un entier 32 bits également. Ensuite, à l'intérieur, c'est de l'assembleur relativement classique. On prend les deux valeurs, on les pose sur la stack. On appelle l'opération pour faire l'addition de deux entiers 32 bits qui prend les deux derniers trucs sur la stack et qui rempile sur la stack le résultat. Et donc, on a notre fonction qui est là, qui fonctionne et qui vient. Sauf que cette fonction, elle est privée au module, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que d'autres fonctions dans le module qui ont le droit de l'utiliser. Et si on veut l'utiliser depuis le navigateur, comme vous a montré Étienne tout à l'heure, il va falloir la rendre accessible au navigateur ou à d'autres modules.
Donc pour ça, on a les exports. Donc là, ici, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'on va exporter la fonction $add sous le nom add. On va l'exporter à qui veut bien l'importer, en gros. Et on va être aussi en mesure, dans un module WASM, de faire des imports de fonctions, donc qui viennent d'autres modules, ou là, en l'occurrence, on fait un import d'une fonction qui est fournie par le navigateur. Donc là, en gros, je dis, je vais importer la fonction console.log, qui est une fonction qui a un pointeur anti-32 bits pour aller afficher un truc. Donc voilà, globalement, alors il y a d'autres choses dans un fichier WASM, mais disons que ça, c'est les 3 trucs importants à comprendre, à bien voir tout de suite. Donc, juste pour résumer, WebAssembly, c'est un langage bas niveau assembleur qui fonctionne de manière sandboxée dans une sorte de machine virtuelle avec une mémoire partagée pour permettre de lui passer des choses via sa mémoire et qui nous retourne aussi de la data via cette fameuse mémoire. Mais globalement, le truc vraiment important là-dedans, c'est que c'est bas niveau, donc c'est hyper performant et c'est sandboxé. Ça, c'est extrêmement important et c'est d'où le tweet de Solomon Hykes, c'est qu'en gros, d'une machine virtuelle WASM, globalement, il n'y a aucun moyen de sortir de la machine virtuelle, hormis en utilisant des appels de fonctions fournis par là je vous ai montré le navigateur, mais par ce qu'on va appeler l'hôte, donc le truc qui fait tourner la machine virtuelle WASM. Juste pour vous montrer un petit exemple, alors je crois qu'il y a eu une conf ce matin sur ce sujet, alors je ne sais pas si c'était ce truc-là en particulier, pour vous montrer à quel point WASM c'est puissant. Donc là, en fait, on a un Doom qui a été recompilé en WASM et qui tourne dans le navigateur. Alors vous allez me dire, vu les graphismes, l'âge du jeu, etc., dans du JavaScript normal, je pense que ça se fait plutôt bien. Là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas juste Doom qui a été recompilé en WASM. En fait, c'est un QEMU, enfin un TinyEmu, donc un émulateur de machine virtuelle qui est compilé en WebAssembly avec Doom qui tourne à l'intérieur. Donc il y a vraiment tout un PC qui tourne en WASM dans le navigateur et qui fait tourner Doom comme à la belle époque. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu montrer ce qu'on peut faire avec. Un autre truc hyper intéressant à propos de WASM, c'est que c'est un standard qui est géré par le W3C. Et donc ça veut dire que si demain vous vous dites je veux créer un nouveau navigateur, il va falloir que vous supportiez WASM pour supporter toutes les API qu'un navigateur est censé supporter. Et vous allez devoir du coup l'implémenter tel que décrit dans le standard. Et ça c'est très très important parce que ça veut dire que globalement, si vous compilez un programme en WASM, a priori il est censé tourner exactement de la même manière, quel que soit le runtime WASM dans lequel il va être exécuté. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en gros, là, on est en train de dire que globalement, on répond à une promesse qui a été faite par Java à l'époque et d'autres trucs depuis, j'écris mon truc une fois, ça tourne partout de la même façon. Bon, là, en gros, c'est je compile une fois, ça tourne partout pareil de la même façon. Mais c'est une des choses vraiment importantes à comprendre sur WASM. Du coup, je te laisse continuer sur... Non, on peut continuer un petit peu, parce qu'en fait, on vous parle du navigateur depuis le début, puis finalement, vous vous dites, mais c'est un peu bizarre, parce que dans le titre de la conf, vous niez pour du server-side, et vous n'êtes pas très servi. Et en fait, on a fait cette introduction pour pouvoir parler un petit peu du back, et notamment de retourner quelques années en arrière, avec les années notamment 80 et l'émergence du C, ou du moins les belles années du C où tout le monde faisait du C, avec notamment l'exemple de notre bot que vous avez en haut là, qui est écrit en C, qui pour l'époque est super content parce qu'il est compatible un petit peu avec toutes les architectures qui existent à l'époque, mais il a également l'inconvénient que pour être compatible avec toutes ces architectures, il doit être compilé pour toutes ces architectures sur les architectures, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cross-compilation, etc. à l'époque, et c'était tout simplement assez fastidieux. Et donc en 2008 arrive notamment Docker avec ses fameux conteneurs et les images, et cette possibilité de cross-compilation qui fait que le C peut être embarqué plus facilement sur différentes architectures. Mais ce qui nous amène surtout à se poser comme question, c'est après Docker, c'est de se dire finalement, par rapport à Docker, le WASM, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois utiliser du WASM? Est-ce que je dois utiliser du Docker? Et c'est un petit peu ce que Shopify notamment s'est posé comme question. Est-ce que Mathieu va vous présenter? Exactement, il y a quelques années, donc, chez Shopify, en fait, il y a des gens qui avaient un besoin, c'est-à-dire qu'ils voulaient... Pas de souci. En gros, ils voulaient permettre à leurs utilisateurs de définir des petites fonctions qui seraient appelables depuis leur front, mais que ce serait en fait eux qui fourniraient le code parce que ça a du sens pour leur business. Du coup, ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait ça en Docker, machin c'est éventuellement un peu lourd à gérer côté serveur. Donc oui, l'idée c'était que ce truc-là s'exécute côté serveur et pas dans le navigateur pour pouvoir faire des badges, des cons, des trucs, enfin bref.
Et du coup, ils se sont dit, bon, on fait du Docker, niveau isolation, c'est bien, mais alors par contre, c'est peut-être éventuellement un peu compliqué à gérer. Et puis, ils se sont dit, mais en fait, le WASM, finalement, il n'y a rien qui le lie fondamentalement au navigateur. Finalement, on parle d'une machine virtuelle bas niveau, sandboxée, etc. Ça tourne dans un navigateur ou ça tourne ailleurs, finalement, il n'y a rien qui change. Et du coup, ils ont commencé à expérimenter sur le sujet, à reprendre, je crois qu'ils ont pris le truc qui fait du WASM dans Chrome, ouais, V8 quoi, et du coup ils l'ont sorti et ils ont commencé à expérimenter dessus, et finalement ils sont restés sur cette solution parce que c'était plutôt pas mal. Alors pourquoi c'était pas mal? Globalement, parce que déjà la taille des livrables est infiniment différente. Alors, ne vous offusquez pas de ces chiffres, hein, c'est juste pour donner un ordre d'idée sur les grandeurs dont on parle, mais quand on va faire une petite fonction en WASM, ça va prendre quelques bytes, là où une image Docker peut facilement faire quelques dizaines, voire centaines de mégaoctets suivant comment vous l'avez optimisé. Donc ça, c'est le premier point c'est vrai que le WASM, c'est plutôt pas mal pour ça. Le deuxième truc, c'est la multi-architecture. Tu en as parlé tout à l'heure, Étienne. Tu n'as pas dit, c'est que dans Docker, si tu veux faire tourner une image sur un processeur ARM, il faut que cette image ait été compilée pour de l'ARM. Donc c'est-à-dire que c'est multi-architecture, mais il faut prévoir le coût. Là où, je vous ai dit tout à l'heure, WASM, c'est un standard, donc une fois qu'on le compile, il est censé tourner partout de la même façon. C'est-à-dire que si vous avez un runtime WASM qui lui a été compilé pour les architectures ARM, etc., etc., globalement, il fera tourner le fichier WASM, votre fichier WASM, exactement de la même façon, quelle que soit l'architecture. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous allez compiler juste un fichier WASM et il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Ensuite, on a les temps de démarrage. Alors là encore, c'est des ordres, c'est juste pour vous donner une idée, mais globalement, là où une image Docker va prendre quelques dizaines, voire centaines de millisecondes à se lancer, voire plus, une fonction WASM, mais ça reste juste une fonction. Alors, tout dépend de ce qu'elle fait, évidemment. Mais globalement, sur un truc assez standard, comme les besoins de Shopify, on était sur à peine quelques millisecondes, voire moins, suivant le... Enfin, c'est extrêmement performant. Globalement, c'est juste une machine virtuelle, comme on sait très bien en faire. Donc, ça marche plutôt bien. Et enfin, la question de l'isolation. Alors, Docker, certes, promet une certaine isolation, mais finalement, le runtime a le même droit que le user qui le lance, qui peut donner un certain nombre de problèmes, là où, côté WASM, de base, le truc, il est sandboxé, c'est-à-dire que si on met un bout de WASM qui tourne dans une VM WASM sans fonction haute particulière, le truc ne pourra jamais sortir de sa machine virtuelle, et donc on a quelque chose qui est extrêmement isolé by design, en fait. Et ça nous amène à la couche WASI. Alors là, en fait, c'est que quand on est côté navigateur, on n'a pas accès, on a accès au DOM, notamment à la console si on les importe, mais on n'a pas accès à d'autres informations. Et quand on est côté back et que vous faites vos applications, généralement, vous voulez manipuler vos systèmes de fichiers, faire des requêtes réseau, etc. Ce que WASM par défaut ne fournit pas. Sans la fameuse couche WASI, WASI qui est pour le WASM Interface Type, qui est un ensemble d'API que vous allez utiliser pour accéder aux 4 API que vous voyez ici. Donc, je vous disais les systèmes de fichiers, les requêtes et notamment l'horloge interne ou encore générer des nombres aléatoires. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez compiler votre WASM, vous allez dire j'active la couche WASI et votre hôte qui exécute votre module WASM se doit de vous fournir des fonctions pour accéder à ces fameuses API. En fait, c'est vraiment tout le monde avait commencé à implémenter son petit truc de son côté. Là, WASI, c'est une forme de standardisation du truc. Moi, j'ai pas précisé, c'est un standard autant que WASM. WASI est aussi un standard. Et donc, vous n'avez pas notamment à gérer tout ce qui est fastidieux, comme gérer des chemins entre Windows et Linux, pas le même système de fichiers, etc. Tout ça, ça vous est masqué par WASI et qui est implémenté notamment par tous les runtime WASM. Et ce que ça vous apporte aussi, c'est le côté sandboxé et sécurisé dont parlait Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous dites, finalement, je vais donner accès à mon système de fichiers, à mon module WASM au système de fichiers, et c'est bien vous qui allez lui donner accès en listant tous les dossiers et sous-dossiers pour lesquels il va pouvoir avoir accès, et de la même façon, un module WASM qui va avoir le droit d'effectuer des requêtes réseau, il ne va pas avoir le droit d'effectuer des requêtes réseau sur tout, mais seulement sur les domaines et sous-domaines que vous listerez. Ce qui fait que on a un truc super fin, et ça c'est notamment ultra pratique quand vous faites notamment des FAS ou vous êtes un provider
un provider cloud où vous ne savez pas spécialement ce qui tourne sur votre cloud, et bien vous allez pouvoir sécuriser comme ça par module Wasm les accès. Ensuite, on a WASI 2, parce que WASI s'est découpé en deux parties. Ça, c'est juste que c'est arrivé dans des années un peu différentes. WASI est arrivé en même temps que Wasm, et puis là, le standard a évolué là, il y a quelques années. WASI 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2024 ou 2023, donc c'est vraiment récent. Avec notamment des nouvelles interfaces plutôt sympathiques, c'est-à-dire que quand vous dites aujourd'hui que votre module Wasm va être compatible avec le monde HTTP, donc l'interface HTTP, ça veut dire que le hôte qui exécute votre module Wasm se doit de vous transmettre une méthode qui s'appelle request, qui prend en paramètre une requête et recrache une réponse. Ça permet en fait de standardiser les modules Wasm, et ça vous permet surtout, vous, en tant que hôte, de dire que par exemple vous êtes compatible avec tous les modules Wasm qui implémentent telle interface. Donc c'est très proche finalement des langages sur lesquels on utilise. C'est le même principe que les interfaces. On n'a pas l'habitude de... On n'a pas l'habitude de cliquer, je suis désolé. Du coup, on va vous parler un peu d'un retour d'expérience qu'on a sur ce sujet, parce que si on vient vous parler de ça, c'est qu'on a passé à peu près toute l'année 2023 à embarquer du Wasm dans une des applications sur lesquelles on travaille. Donc en fait, en 2017, j'ai créé un projet open source qui s'appelle Autoroshi quand j'étais en prestation à la Maïf. Et donc en fait, Autoroshi, c'est une gateway d'API, donc comme j'ai dit open source, qui est écrite en Scala et qui fournit, en fait, elle est ultra modulaire et a fourni pour l'instant quasiment 300 plugins maintenant qui permettent de manipuler la requête, ajouter des headers, des cookies, bref. Faire un petit peu ce que vous voulez, rajouter de l'API management. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais globalement, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire qui n'est pas supporté par Autoroshi, vous avez la possibilité de créer votre propre plugin. Donc pour faire ça, vous écrivez un plugin en Scala, parce que c'est un projet en Scala, vous mettez ça dans un jar, vous lancez votre serveur Autoroshi en mettant ce jar dans le ClassPath, et c'est bon, votre plugin. C'est cool. Je dirais même que c'est là que votre galère commence. Hein. Donc ouais, c'est cool ou pas, parce que justement tout ce que je viens de citer, c'est pas forcément très user-friendly, c'est contraignant. En gros, c'est pas du tout dynamique globalement. Vous n'avez pas la possibilité de rajouter un plugin comme ça à la volée, et tous les Autoroshi du cluster Autoroshi ont le nouveau plugin, etc. Il faut éteindre toutes les instances, ajouter le jar dans le ClassPath, redémarrer tout, bref. Donc il y a plein de projets Java qui fonctionnent comme ça. Si vous regardez Keycloak ou des choses comme ça marche exactement pareil. Mais nous, ça ne nous convenait pas pour ce qu'on avait besoin de faire. Si on peut éviter de s'arrêter, c'est plutôt bien. Donc voilà. Donc après, c'est pas super user-friendly parce qu'il faut écrire le plugin en Scala. Ça serait mieux de pouvoir utiliser n'importe quel langage. C'est pas isolé dans la mesure où si votre plugin fait cracher se plante un peu méchamment, il embarque toute la JVM avec lui et le serveur s'arrête purement et simplement. Et alors ça, c'est pas vraiment un problème en soi, mais globalement, quand on a un plugin Autoroshi, il a accès à tout. C'est-à-dire qu'il va passer votre trafic, il a accès à vos API keys, etc. etc. Si c'est vous qui faites le plugin, ça pose pas spécialement de problème, voire même c'est plutôt bien parce que c'est pour ça que le plugin est là. Si c'est un plugin écrit par une tierce partie dont vous n'avez pas le code, c'est éventuellement un peu plus problématique en termes de sécurité. Donc, on a eu l'idée de faire, en gros, de rendre notre système de plugins compatible avec Wasm. Alors cette idée, on l'a eu depuis bien longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faire du WebAssembly côté serveur dans le monde Java, c'est pas un truc super à la mode, on va dire. Si vous faites du Rust, si vous faites du Go et tout, ça se fait bien. Côté Java, c'est un peu plus compliqué. En fait, ce qui nous a décidé, c'est en fin 2022, on est tombé sur deux projets qui nous ont décidé à tenter quand même l'aventure et à un peu essayer de trouver des solutions. En gros, on a un premier projet qui s'appelle Open Policy Agent, OPA, qui est un projet open source écrit en Go qui permet d'écrire des politiques d'accès dans un petit langage qui s'appelle Rego, donc il y a un petit exemple là. Et ça, on s'est dit que c'était quand même super intéressant ce qu'on fait dans une API Gateway. Et ensuite, il y a un deuxième projet qui nous a bien plu, qui s'appelle Coraza. Donc Coraza, c'est un WAF, un Web Application Firewall. Donc c'est un projet open source écrit en Go également, qui
en gros qui fait WAF, quoi. En gros, donc c'est le successeur de Apache Mode Security. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un truc assez classique au niveau des WAF. Et ce projet, en plus, il embarque le rule set OWASP. Donc en gros, c'est une sorte de bibliothèque de failles connues pour lequel que le WAF va être capable de reconnaître et bloquer. Donc une fois qu'on a vu ces deux trucs-là, hein, globalement, ces deux fonctionnalités qu'on voulait absolument dans Autoroshi, mais qui étaient éventuellement, enfin notamment le WAF, c'est-à-dire qu'il faut maintenir à jour la liste des failles, etc. C'est l'enfer. C'est pour ça qu'on n'avait jamais tenté de faire l'aventure. Et là, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait, trouver des runtimes qui avaient des bindings JNI avec du Java, etc. Bon, bref, je vous passe les détails un peu pénibles. On a passé une année à rendre le truc, à faire le truc pour que ça fonctionne. Au final, on s'en est plutôt bien sorti. Donc, en gros, on a rajouté dans notre application Java un système de plugin tout neuf. Donc, c'est-à-dire que nous, on s'en sert pour faire de la manipulation de requêtes HTTP, mais vous pourriez, dans n'importe quel projet que vous avez, rajouter un petit bout de WASM pour dire je vais laisser la possibilité à mes métiers d'écrire des règles métiers en je ne sais quoi. Je ne sais pas si tu as précisé, c'est que les deux modules que vous voyez avant, que ce soit OPA ou Corazza, en fait, ils sont compilables en WASM. Je pense que c'est la petite transition qu'on a oublié de vous dire. On ne pouvait pas les intégrer parce que finalement, c'est à la fois du Go, enfin c'est deux fois du Go d'ailleurs, et grâce au WASM, on a pu intégrer ça en Java dans un écosystème où finalement on peut pas faire tourner de Go, mais grâce au WASM. Exactement. Et du coup, c'est vraiment le truc cool de faire du WASM dans un projet déjà existant, c'est que vous allez pouvoir ajouter plein de fonctionnalités, éventuellement des trucs déjà existants que vous allez pouvoir compiler en WASM et faire tourner dans votre soft avec toutes les promesses de sécurité, d'isolation, etc., etc. Donc nous, côté Autoroshi, ce que ça nous a apporté, c'est que maintenant, on va pouvoir déployer des nouveaux plugins sans reload de nos machines. En gros, on va juste chercher le WASM et on le fait évaluer par les machines virtuelles WASM et ça se fait tout seul. On peut écrire nos plugins en plein de langages différents. On peut faire du JavaScript, du Go, du C, du C++, du Zig, tout ce qui est compilable vers du WASM. Tout ce qu'on veut. Globalement, on a un truc qui est sandboxé par défaut. Et en plus, on a pu rajouter toute la partie restriction d'accès. En gros, si on ne veut pas que le plugin ait accès au data store d'Autoroshi, il n'a pas accès. Si on ne veut pas qu'il accède aux clés d'API, il n'a pas accès, aux secrets, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous a bien aidé. On a un truc qui est vraiment bien et qui est utilisé en production tous les jours actuellement, qui marche très bien. On peut faire du WAF dans Autoroshi sans aucun problème. Donc voilà. Si jamais vous aussi, vous voulez tenter l'expérience dans un projet JVM, ne soyez pas en Java. Ne soyez pas en Java. Ouais, c'est ça. Non, en gros, si vous faites ça dans du JavaScript, si vous faites ça dans du Go, dans du Rust et tout, il y a tout plein d'outillages qui existent et ça se fait vraiment très bien sans aucun problème. Dans Java, c'est un peu plus compliqué. Nous, nos recommandations, c'est... nous, on a utilisé un truc qui s'appelle XTSM. Donc, en gros, c'est un projet open source qui va vous permettre de... Comment dire, ils ont un modèle de développement particulier. En gros, quand on fait du WASM, c'est un peu pénible de passer de la data dans les fonctions WASM. Il va falloir manipuler des pointeurs, aller lire de la mémoire, etc. Un petit peu comme on a l'habitude de faire quand on faisait du C ou même d'autres langages du genre. Globalement, XTSM, il cache un peu ça. Et en gros, on définit des fonctions qu'on écrit dans n'importe quel langage et il rajoute une petite couche qui fait que c'est plutôt simple à écrire. Et en plus, ils fournissent des bindings Java qui marchent plutôt bien. Fondamentalement, c'était même à l'époque, on l'a testé, les seuls qui fonctionnaient réellement sans faire péter la JVM au bout de 5 appels. Donc c'était cool. Et ils sont en train de travailler sur un autre truc qui s'appelle Chicory. Donc c'est une machine virtuelle WASM écrite purement en Java. Donc, ce qui fait que globalement, le truc est super natif, ça marche très bien. Donc voilà, ça, projet à suivre. En cours de route, on a créé 2 projets open source. Donc un qui s'appelle Wasmo, qui est une sorte d'IDE pour construire des modules WASM compatibles XTSM et les servir à des gens qui auraient évidemment envie de les consommer, donc notamment nous côté Autoroshi. Et on a créé une autre librairie qui s'appelle Wasm Forest. Donc en gros, c'est une sorte de... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wasm, c'est un truc qui a un runtime qui est mono-threadé et bloquant. Donc dans une gateway d'API, vous voyez un peu le problème dès qu'il commence à y avoir plein de requêtes concurrentes, ça fait goulot d'étranglement, ça marche pas très bien. Donc Wasm Forest, en fait, c'est une sorte de truc au-dessus des VM Wasm pour faire des pools de VM qui s'instancient à la volée suivant des règles que vous donnez. Et ça nous permet en fait de gérer le problème,
problématiques de concurrence et de scalabilité de Wasm dans le cadre, nous dans notre cadre d'une API Gateway. Après, c'est pas forcément nécessaire pour tous les use cases, mais nous, c'était vraiment nécessaire. Donc voilà, ça c'est open source aussi, donc si vous en avez besoin d'un truc comme ça, n'hésitez surtout pas. On peut vous faire éventuellement une petite démo de tout ça. Ouais, je pense qu'on a le temps. Du coup, je peux commencer par une démo de Corazza, donc du WAF. C'est pour vous montrer que globalement, on a un bout de Go qui tourne dans du Java avec du Wasm, donc c'est plutôt cool. Donc là, je suis dans une instance Autoroshi. Et donc, le premier truc que je vais avoir besoin de faire, c'est de configurer un Corazza. Donc en fait, Corazza, comme je disais tout à l'heure, ça reprend un petit peu la suite de Apache Mode Security. Donc en fait, Apache Mode Security, ils avaient un truc qui s'appelle le seclang et qui permet de définir des règles. Voilà, je vais peut-être grossir un peu. Des règles pour définir quand est-ce qu'il faut bloquer une requête ou non. Donc là, typiquement ici, j'ai créé une instance de configuration Corazza, donc qui est en mode bloquant. Donc on peut être en mode détection juste pour essayer de détecter des tentatives d'attaque et juste les loguer en fait. Et on a un mode bloquant qui là dit, en gros, ça passe pas quoi. Ensuite, on peut utiliser, donc ce que je parlais tout à l'heure, c'est le core rule set OWASP. Donc en gros, c'est une liste de failles connues que le WAF va bloquer. Et puis je vais pouvoir créer mes propres règles. Donc ici, j'en ai créé une où je dis, voilà, si tu trouves un user agent avec ToEntech 25, tu bloques la requête en loguant qu'il y a des hackers de ToEntech qui ont été détectés. Ouais, ça peut arriver, hein. C'est tout à fait classique comme truc. Donc ensuite, une fois que vous avez cette configuration qui est là, vous pouvez créer une route. Donc dans Autoroshi, une route, c'est un truc qui va vous permettre de dire, voilà, quand il y a du trafic qui arrive sur cette définition de front-end, donc en l'occurrence sur ce nom de domaine, je vais balancer le trafic vers, donc là en l'occurrence un truc qui s'appelle request.autoroshi.io, c'est juste un truc qui fait un miroir de la requête. Et dessus, j'ai placé mon module de WAF qui utilise la config que je viens de vous montrer. Donc, si j'appelle cette route actuellement, donc elle est ici, donc j'ai cette route-là, demo WAF. Donc si je l'appelle, donc voilà, j'ai mon miroir de requête qui me répond à tout ce que je lui ai envoyé, bon, très bien. Et si par contre je commence à vouloir lui injecter une faille, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc Log4Shell, pour ceux qui font du Java, c'est un truc qui est passé il y a 2-3 ans, où il y avait une faille dans un système de logging Java qui, en gros, permettait d'exfiltrer de l'information. Donc là, en gros, j'envoie un agent avec une valeur malveillante, on va dire. Donc si je l'envoie, globalement, je me prends un 403 forbidden. Et si je vais voir dans les logs de mon instance Autoroshi, qui doit être par ici, voilà, en gros, j'ai un gros log de chez Corazza qui me dit j'ai interrompu la transaction parce que j'ai découvert un header, je ne vais pas réussir à le scroller, mais en gros, j'ai découvert un header pourri, log4shell, je ne sais pas, voilà, access denied, hop, blocking evaluation. J'arrive pas à retrouver log4shell, mais normalement, il doit me le mettre à un endroit ou à un autre. Bon, bref. Mais, globalement, le truc vous bloque la requête, génère un événement que vous pouvez après envoyer pour faire de l'analytics, etc. On peut essayer aussi la règle que j'ai mise tout à l'heure. Donc, si je rappelle ma route, globalement, elle fonctionne. Et si je rajoute le fameux header TNT 25, donc si je l'ajoute à ma requête, globalement, on va avoir la même chose. On va avoir Corazza. Donc, je vous rappelle qu'il y a un bout de Go compilé en Wasm qui tourne dans mon runtime Java et qui me bloque ma requête. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On n'a pas de démo OPA. Voilà, ça c'est un peu tout pour la démo Autoroshi. C'était juste pour vous montrer, voilà, on a un truc qui marche vraiment très bien, at scale, etc. Et franchement, si vous avez ce genre de besoin d'avoir des bouts de code dynamiques dans un projet existant, si vous voulez faire de manière safe et un peu universelle, etc., Wasm, c'est idéal. Ou si tout simplement la librairie que vous voulez utiliser n'existe pas dans votre langage, hein, ce qui est souvent le cas. Ce qui était notre cas en l'occurrence. Vous pouvez utiliser du Wasm. Et oui, on vous parle de Wasm, WASI, donc je vous ai dit tout à l'heure c'était pour Wasm Interface Type, ça c'est OK. Mais ce qui se passe, c'est que depuis 2024, ça a un petit peu évolué. Donc là, on n'est pas rentré du tout dans le code, on l'a fait volontairement parce que c'est à la fois beau et à la fois complexe à écrire tout de même.
Mais ils ont ajouté pas mal de choses, et notamment un nouvel IDL qui vous permet de définir tous les types qui vont être exposés et importés par votre module. En fait, depuis 2024, donc là je ne vous liste pas les types, hein, mais c'est les types que vous avez dans vos langages d'aujourd'hui, des types simples et compliqués, et puis des fonctions. Et ce qui est important, c'est que depuis 2024, on ne parle plus de module WASM, mais on va parler de composants WASM. Qui sont composés des modules dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un composant aujourd'hui WASM, ça va être module, écrit en Go, en C, en Rust, comme d'habitude, comme vous souhaitez, plus un fichier ou plus d'ailleurs, WIT, dans lequel vous allez définir vos interactions avec le monde extérieur. Ce qui va vous permettre de vous abstraire de petites contraintes qu'on vous a un petit peu masquées depuis le début, mais qui sont la communication entre notamment le hôte et votre composant. On ne vous l'a pas dit au tout début, mais pour discuter entre un hôte et un composant, si vous voulez envoyer par exemple une chaîne de caractères, c'est assez classique, mais c'est assez compliqué en WASM, il va falloir manipuler de la mémoire, c'est-à-dire que vous écrivez votre chaîne de caractères dans de la mémoire, vous récupérez votre pointeur, vous envoyez ça au fichier WASM, le module WASM dit OK, je vais aller lire ici, et ainsi de suite. Donc les dialogues sont compliqués. Là où, depuis qu'il y a le composant modèle, on ne va plus faire ça, on va s'adosser au WIT, et c'est le WIT qui va faire pour vous cette évaluation des types. Donc voilà comment ça se passe. Si vous avez deux composants, un composant A écrit en Go et l'autre en Rust, c'est le WIT qui va se charger de notamment convertir les types. Donc comme je ne sais pas si vous le savez, voilà, les types sont propres à chaque langage, et donc c'est le WIT qui va venir faire cette conversion. Il va prendre notamment le composant A en Go, il va prendre ces types, les convertir au format binaire, et le WIT de l'autre côté Rust va faire la même chose de son côté, réévaluer ce binaire en Rust, en type Rust, et les convertir. Et de cette façon-là, ça vous décharge de cette partie-là puisque vous l'écrivez plus, c'est le WIT qui le fait, et ça évite notamment des problèmes de conversion à la volée. Conversion, et puis même tu peux, comme en fait l'idée d'avant c'était on dit voilà, dans le module truc je vais lui écrire ça dans sa mémoire. Globalement, si on écrit n'importe quoi, on corrompt la mémoire, le truc en face il éclate, enfin bon bref, c'est le genre de problème qu'on avait quand on faisait du C ou des choses comme ça avant, qu'on a peut-être plus sur les langages un peu plus nouveaux, mais qui étaient, enfin en WASM on se tapait dedans, on faisait l'addition, on veut faire le prochain truc qui est le Hello World, et là on se prend les pieds dedans, c'est direct, quoi. Ouais, c'est à vous de gérer, enfin c'est une mémoire, donc c'est un tableau linéaire, c'est à vous de gérer cette mémoire, donc ça peut être un peu fastidieux. Et les deux autres petites choses que vous voyez à l'écran, c'est les interfaces et les mondes dont je vous parlais tout à l'heure. La seule condition pour que deux composants puissent discuter, que vous puissiez en faire un maxi-composant, si je puis utiliser l'expression, c'est que les imports et les exports de l'un, donc on a vu au tout début de la présentation, correspondent aux imports et aux exports de l'autre. Donc si tu le montres juste, voilà. Une fois qu'on a cette condition-là, on peut regrouper les deux composants, et vous pouvez livrer finalement un composant qui écrit un bout de Go et un bout de Rust, et qui discutent entre eux. Alors, faut pas se dire que le but c'est d'écrire en plus de langage possible. C'est pas forcément l'idée. C'est plus qu'en gros, si vous avez des trucs qui sont réutilisables mais qui sont pas écrits dans les mêmes technos, mais en vrai, c'est pas un frein en soi, puisque la techno vous permet de vous abstraire de ce genre de problème, et notamment avec WIT où vraiment là tout est fait automatiquement. Franchement, c'est un régal ce truc. Je pense que c'est très bien, surtout en entreprise, si vous avez deux équipes qui veulent écrire dans deux langages différents et qui peuvent quand même communiquer. Si on vous parle de ça, c'est parce que nous, il y a surtout un projet, alors c'est pareil, c'est très récent, WasiCloud, qui est sorti. C'est une proposition pour l'instant, on vous a pas dit, mais dans la communauté, dans le standard WASM-WASI, ça évolue par propositions qui vont de l'étape 1 à l'étape 5. À partir du moment où ils sont à peu près dans l'étape 1-2, ils commencent à être implémentés dans les runtime, et une fois qu'ils sont à l'étape 5, c'est un standard, c'est formalisé, et on est OK. Donc WasiCloud, pour nous, c'est quelque chose qui ressemble, donc c'est backé par la CF, si je dis pas de bêtises, et ça ressemble tout ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans nos développements de microservices notamment, à savoir c'est toute la couche que vous a parlé tout à l'heure avec les systèmes de fichiers, les requêtes réseau, etc. Mais plus des interfaces qui vont permettre notamment de vous connecter à une base de données, donc de faire du SQL, faire facilement, loader facilement de la config ou des secrets, notamment si vous manipulez des key vaults, etc. Et donc tout ça, ils vont vous le proposer, et vous allez pouvoir vous simplement apporter ces choses dans vos modules WASM et ajouter juste de la configuration pour les utiliser. En fait, ça marche un peu à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire. On va pas faire un module qui a un serveur HTTP, en fait, on va juste faire un module qui a une méthode handle, qui implémente le protocole HTTP. Et en fait, c'est le runtime qui va créer un serveur, écouter sur le port truc, et appeler votre fonction correspondante de l'autre côté pour faire le boulot. Donc c'est assez intéressant comme façon de penser.
Et ça, c'est une proposal. Et comme c'est une proposal, le problème, c'est que c'est pas forcément implémenté. Donc, il faut des fournisseurs qui l'implémentent. Et on vous parle donc de Wasm Cloud, que nous, on a bien aimé. On va vous faire une petite démo juste après, d'ailleurs, qui, eux, donc, fournissent une implémentation même de ces interfaces et qui ajoutent en plus des interfaces qui sont sympas, notamment celle de Postgre, pouvoir faire du Postgre rapidement dans son module Wasm sans avoir à fournir le driver dessous. Voilà, vous importez juste Postgre, vous appelez la méthode qui s'appelle query, vous envoyez votre requête et puis avec votre configuration pour la base de données. C'est pareil quoi. C'est le runtime qui va faire la connexion avec le Postgre et vous allez avoir une fonction hôte qui est genre query, une fonction hôte pour faire ce que vous avez besoin de faire avec votre PG. Ils ont la même chose donc pour les secrets dont je parlais tout à l'heure et notamment ils sont un petit peu plus en avance parce qu'ils ont déjà des tiers parties, notamment Couchbase qui a fait son propre module. Donc ça marche plutôt pas mal et ils utilisent notamment un cluster. Je ne sais pas si on parle du cluster ici, mais l'idée c'est qu'ils vous apportent quelque chose pour discuter entre tous vos composants, parce que de base vos composants ils sont capables de discuter avec l'autre si vous les exécutez, mais en revanche si vous en avez plein et que vous voulez qu'ils communiquent entre eux, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui. C'est surtout si tu veux le faire de manière distribuée. En fait, on a vu tout à l'heure que Étienne il fabriquait des super composants. Mais en gros, l'idée d'un super composant, c'est qu'il tourne dans un runtime Wasm. Mais si là, vous voulez faire N serveurs HTTP pour faire plusieurs microservices, alors voilà, vous voyez l'idée. Si vous voulez faire plusieurs applications qui parlent les unes avec les autres, globalement, elles seront éventuellement sur diverses runtime, scaler à plusieurs instances, etc. Et donc, il va falloir faire des choses qui savent parler sur le réseau. Et du coup, Wasm Cloud, c'est exactement ce qu'ils fournissent. C'est un runtime qui permet que ces composants se parlent comme s'ils étaient les uns à côté des autres, alors qu'en fait, ils parlent à travers le réseau. Je pense qu'on peut en faire une. Tu peux nous en faire une démo, Mathieu? Alors, attendez, vous aurez le QR code tout à l'heure. Je vais juste vous montrer un petit peu le... Alors, attendez, on va... Hop. Donc globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par démarrer mon serveur Wasm Cloud. Donc ils ont une CLI qui s'appelle Wash, donc qui me permet de démarrer toute la mécanique de runtime, etc., etc. Et donc ce qu'on a ici, c'est qu'on a créé quatre modules Wasm écrits dans différents langages. Donc en fait, c'est une démo que j'ai fait au Jack Summercamp, désolé, j'ai pas renommé les trucs, mais bon voilà. Du coup, vous avez 4 composants écrits en C, en Go, en Rust et en TypeScript qui font exactement la même chose. Donc globalement, si on va voir, on va utiliser... donc là, on voit qu'on récupère des fonctions hautes de WASI2 en HTTP, là en l'occurrence, etc. Donc en gros, le truc, c'est qu'on va avoir un handler HTTP donc, qui reçoit des requêtes HTTP et qui va aller incrémenter un compteur dans un key value. Donc ici, on fait un atomic increment dans un bucket sur un nom, et on va incrémenter de 1. Donc globalement, on va faire un petit contest du meilleur langage auquel vous allez pouvoir jouer. Et en gros, chaque langage va avoir son propre composant qui va incrémenter son compteur de son côté. Mais là, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on, pour l'instant, on parle de WASI key value, mais d'ailleurs, derrière, pour le moment, vous ne savez pas quel key value vous utilisez. Finalement, c'est un Redis ou autre chose, on ne sait pas pour le moment. Ça va être dans la partie configuration qu'on va donner ces informations. Voilà. Et ça, c'est la configuration du runtime. Ça n'a rien à voir avec votre composant en tant que tel. Donc pour faire ça, on a un truc qui s'appelle le descripteur WADM. Donc ici, on va dire, voilà, j'ai besoin d'un composant HTTP qui va aller exécuter ce bout de Wasm. On veut qu'il soit scalé, alors là, à l'occurrence, à une instance, mais on peut le scaler à 100 instances si on veut. Et ce truc-là va avoir besoin de se linker avec un machin qui s'appelle KV-Redis, donc qui est défini un petit peu plus bas, où en gros on dit, voilà, j'ai besoin d'un composant qui fait du KV et qui est backé par fondamentalement un Redis qui se connecte à cette URL, etc. Donc là en fait c'est juste toute la glue dont on a parlé tout à l'heure où il faut écouter sur un port, etc. etc. C'est ce truc-là qui le gère et globalement, votre composant, il appelle juste une fonction haute qui dit incrémente-moi ce truc. Et du coup, oui, on a bien le fameux WIT dont parlait Étienne tout à l'heure, où en gros, voilà, je dis ici que je vais importer, donc je vais utiliser des fonctions, donc en l'occurrence le key-value et le login depuis WASI2, et moi j'exporte une fonction du monde HTTP qui est le handler HTTP, donc le fait de pouvoir réagir à une requête HTTP et renvoyer une réponse. Donc si on fait simple, c'est vraiment, si vous voulez exécuter ce module, il va falloir lui fournir les 3 premières méthodes, et vous allez pouvoir utiliser une méthode qui l'expose, qui est le handle request.
Voilà. Et en gros, là, c'est le runtime avec son WADM YAML qui va se servir de ça et configurer tout ce qui va bien pour faire la glue entre un serveur HTTP qui écoute, appeler le WASM, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déployer ces 4 composants. Donc, en gros, j'ai un petit script ici qui me permet de les déployer. Donc, ça va être, je ne les ai pas recompilés. En gros, les trucs étaient déjà compilés, il me les déploie, donc c'est hyper rapide. Donc, c'est déployé sur mon Wasm Cloud. Et donc, j'ai juste créé à côté un petit serveur en Node qui va être capable d'aller les appeler et d'afficher le fameux contest dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais lancer mon serveur Node et je vais surtout créer un tunnel ngrok pour que vous puissiez tous taper sur mon ordinateur. Donc, si je vais sur ce truc-là, hop, non, perdu. Donc là, l'idée, c'est que les 4 composants vont venir incrémenter dans le Redis qui tourne derrière dans un Docker. Vous pouvez tous vous connecter sur ce truc-là et normalement, j'ose imaginer. Et normalement, vous allez tous pouvoir incrémenter votre langage préféré. Donc, on va voir s'il y a... Alors, le DevBot, c'est le C, hein. On l'a pas renommé. Ouais, c'est ça. Donc, le C est en train de gagner, c'est bien. Allez. Non, le Go. Ah, non. Donc voilà, en gros, c'est pour vous montrer que même si vous bourrinez tous comme des tarés, normalement, le truc marche quand même relativement bien. Là, on a 4 composants sur la machine, un Redis, machin et tout. Bon, après, j'ai une machine plutôt puissante. Je suis sûr que là, les deux, tu vois, ils n'écoutent pas sur le port HTTP parce que tu vois, ça bouge pas. Alors que je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent Je suis assez surpris qu'il n'y ait aucun JS, que là, on a donné le talk. En général, c'est le JavaScript qui gagne. Non, c'est ça. Bon, en gros, il n'écoute pas. Bon. Ça s'appelle l'effet démo. On a un truc qui n'a pas démarré comme il faut. Bon. Mais en termes de résilience, ça marche très bien parce que oui, le cluster ne tombe pas. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, on peut faire des applications modulaires avec plein de trucs qui parlent les uns les autres à travers HTTP ou, là en l'occurrence, en dessous, ils utilisent un truc qui s'appelle NATS, je crois, oui, pour faire du messaging. Bref, vous voyez un peu l'idée du truc, mais globalement, ça marche plutôt bien. Et en fait, fondamentalement, c'est assez peu de code pour faire un truc où en gros on a déporté pas mal de complexité côté du runtime en juste lui précisant un peu de configuration. Peut-être montrer le TypeScript parce que je pense que c'est peut-être ce qui parle. Ouais, je te laisse. Le TypeScript. Oui, globalement, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'on a écrit. Alors, c'est peut-être pas celui qui parle le plus, mais on a écrit une trentaine de lignes pour à la fois se connecter à un Redis, pouvoir exposer notre module en HTTP et incrémenter une valeur en très peu de temps finalement. Voilà, donc en gros là on a l'équivalent Rust, on a juste une méthode, on fait on ouvre un bucket sur le Redis, on incrémente et on retourne juste une réponse en disant voilà j'ai hello tant de fois et ça se fait plutôt bien. Mais c'est bien, ça continue à... Bon c'est bien, on va arrêter l'expérimentation, on voit bien que le C a gagné et que les autres sont plantés complètement. C'est pas très grave, on va passer. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est juste un autre use case par rapport à ce qu'on vous a montré tout à l'heure, où nous, notre but, c'était de faire un système de plugin, d'embarquer du Wasm dans un truc existant. Là, vraiment, on peut se dire qu'on crée une application entière écrite en Wasm, avec plein de composants différents. Pourquoi pas? Ça, un peu, c'est vous qui voyez avec votre use case. Qu'est-ce qui est prévu dans l'avenir de Wasm et de Wazi? Il y a Wazi03 qui a déjà commencé à travailler. Donc ils sont en gros, là l'idée, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait pour le moment, Wasm c'est monothreadé et bloquant comme paradigme. Et en gros, en Wazi03, l'idée c'est de pouvoir rendre les choses asynchrones, multithreadées, etc. Et de binder ça à tous les concepts équivalents dans les langages cibles. Donc en Go avec des Go-routines, en Java avec des complétables futurs, etc., etc., des promises en JS. Vous voyez l'idée, quoi. Ça, c'est un truc plutôt bien, surtout côté server-side. On voit bien que ça peut être intéressant. Il y a aussi une proposal pour fournir un garbage collector de base dans Wasm pour des langages qu'on aurait besoin et qui ne veulent pas embarquer leur runtime avec le garbage collector directement dans le Wasm compilé. Notamment, actuellement, on ne peut pas faire de Java ou de langage JVM dans du Wasm, hormis Kotlin qui ont une version native qui peut être compilée nativement. Donc ce truc-là permettrait de régler plus ou moins le problème. Et puis il y a pas mal d'autres choses, je me rappelle plus qu'on avait... La proposal qui est intéressante, surtout pour le navigateur, c'est la partie sur le web GPU. Ah oui. Pour et qui marche server-side aussi. Hein, qui marche aussi server-side pour utiliser le GPU de la machine directement en Wasm, donc ça c'est plutôt cool pour les perfs. Pour les perfs, et puis en gros là, avec l'ère de l'IA un peu partout, etc., ça c'est un truc qui peut avoir un certain avenir, je pense,
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles, Benjamin? Donc voilà, un petit peu, c'était pour faire un petit peu un tour d'horizon de ce qu'on peut faire en WASM server-side. Ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que globalement, ça vous donne ce côté un peu universel, standardisé, etc. Ça vous donne un truc vraiment flexible pour soit embarquer n'importe quel langage dans un truc déjà existant qui sait faire tourner un runtime WASM, soit pour développer vos propres applications côté serveur en WASM pour pouvoir bénéficier du fait que une équipe écrit en Go, en Rust, machin, etc., que tout sait se parler un peu comme il faut, avec des contrats bien propres. Donc ça, c'est plutôt bien. Genre, si vous voulez fournir du compute à des tierces parties dans votre SI parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, ben, ça peut être un truc qui peut facilement se faire avec du WASM. Bref, les possibilités sont assez infinies et en plus, comme le standard évolue assez rapidement, il y a de plus en plus de possibilités qui s'ajoutent. Donc voilà. Tu as quelque chose à ajouter? Rien à ajouter. Rien du tout. Bah, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et ce sera tout pour nous. D'accord. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, moi, de ce que je comprends, je vais peut-être répéter la question, mais en gros, tu as fait une application WASM, mais dans le navigateur, si je comprends bien. Et du coup, elle est devenue relativement imposante, ce qui fait que le morceau de WASM compilé était vraiment très gros et que d'un côté, ça a impacté tes performances SEO parce que c'était trop gros, et de l'autre, si tu avais un terminal un peu bas de gamme, globalement, ça marchait pas parce qu'il n'arrivait pas soit à télécharger le truc, ou voire même à le charger en mémoire C'est bien ça? Ok. Alors, je pense que là, le problème, c'est que justement, tout est côté front. Alors, c'est pas un problème en soi, mais c'est juste qu'effectivement, t'as atterri sur un truc où c'est nul parce que tu as un trop gros package. Et c'est là où je pense que, du coup, l'idée, c'est d'avoir un pendant serveur. Mais alors après, c'est peut-être pas ça ton use case, si tu as besoin que tout soit sur le téléphone ou sur le terminal que tu utilises à un moment donné. En gros, l'idée, moi, je pense pas que tu te sois planté ou quoi, c'est juste que bah, là, tu arrives sur une limite. Alors après, est-ce qu'on peut chunker du WASM côté front et tout? Là, je t'avoue que c'est un truc qu'on n'a jamais trop essayé. Mais sinon, oui, après, tu pourrais avoir un pendant côté serveur qui serait quand même ton WASM, machin et tout. C'est juste qu'il faudrait qu'il réponde enfin, que tu fasses des endpoints HTTP qui retournent ta data pour que ton front puisse la consommer, etc. Enfin, du développement tu vois, front web classique, voilà. C'est que pour nous, pour l'instant, les seuls use cases qu'on a vu entre guillemets de bien côté navigateur, c'est surtout de l'utiliser quand le JavaScript va être un peu lent plutôt et que d'autres langages vont être plus performants ou des tâches qui sont, je sais pas, par exemple, mettre des fils sur des images, des choses comme ça, où là le JavaScript va pêcher un peu en performance. C'est bien pour du WASM. Après, de là à tout écrire dedans plutôt qu'écrire en JavaScript, Après, le problème, sais pas pour le coup. Je pense que ce que tu peux faire fondamentalement, c'est de chunker ton truc, ton morceau de WASM en plusieurs fichiers WASM qui vont exporter qu'une partie de tes fonctionnalités au fur et à mesure que tu en as besoin. Le problème, c'est qu'après, tu vas lier tout ça côté JavaScript et ça, du coup, ça va peut-être t'impacter sur la façon dont tu développes parce que je pense que ça peut être un peu pénible. J'ai pas vraiment de réponse toute faite sur ta problématique, mais ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. 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 Donc ouais, la question c'est dans l'intégration qu'on a fait de la gateway, notamment quand on fait du Corazza, donc le WAF, est-ce qu'on a fait un pool de Corazza? Donc oui, alors c'est pas un pool de Corazza en tant que tel, parce qu'en fait, comme je disais un peu plus tôt, nous ce qu'on a fait c'est que quand on veut avoir de la perf et
du concurrent, quoi, en gros. Ce qu'on fait, c'est qu'on spin enfin un pool de VM Wasm de manière générale, donc que ce soit du Corazza ou nos plugins à nous, etc. Mais oui, en l'occurrence, on fait ça. On a vraiment un pool de VM et du coup, les requêtes, quand une requête tape sur une VM, elle est sortie du pool, elle traite le truc, et pendant ce temps, s'il y a autre chose qui arrive, il reprend du pool, et le pool en plus est élastique suivant certaines limites que tu donnes, et il en instancie au fur et à mesure ou en pré-instancie. Non, c'est un pool par... alors après, c'est que ça, c'est propre à notre fonctionnement, mais globalement... Mais après, c'est pas en module Wasm, mais c'est surtout ce qu'il faut que tu vois dans ce qui te coûte, c'est le préchargement du module Wasm. Ouais. Donc ça, en général, on les précharge, nous, et on les a. Et ensuite, on instancie à la volée. Donc ça, l'instanciation, ça coûte quasiment rien. Et on garde ces modules préchargés, si tu puis dire, en mémoire. Et on les exécute à la volée. Ouais. Et ce qu'on va faire pour Corazza, surtout, ce qu'on a mis en place notamment dans Wasm Forest, donc le truc de pool de VM, c'est qu'on va être capable de clear la mémoire du module Wasm plutôt que de le décharger. On va clear sa mémoire, donc en fait il va être tout neuf, si je puis dire, à chaque appel, plutôt que de venir réinstancier une nouvelle machine Wasm à chaque appel. En gros, tu vois, dans AutoRush, on a cette notion de plugin Wasm où tu dis, voilà, je vais aller charger un bout de Wasm d'une manière ou d'une autre depuis le ClassPass, du HTTP, un fichier, n'importe quoi. Et ce truc-là, on va pouvoir dire combien on a d'instances. En gros, tu as un pool d'instances par plugin Wasm qu'on décrit dans ce truc-là, quoi. Donc, ouais, en gros, tu le sais parce que ici, ouais, tu le sais parce qu'ici, on donne un nombre de pages mémoire disponibles pour chaque instance qui équivaut à 4 kilobits, je crois. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça te permet surtout de shooter quand tu veux pas que des plugins consomment plus que X mégas de mémoire. On a des trucs pour faire du kill sur la mémoire si ça consomme trop, etc. On a pas mal d'options pour justement que le truc soit hyper snappy de manière générale. Je crois qu'on est mort sur le temps, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas dans les couloirs.